Retour sur le plateau de première édition, il est un peu plus de 8h20, retour sur un plateau on n'a pas résisté en fait. Délocalisé. Et c'est pas sûr que ce soit d'ailleurs une bonne nouvelle. Parce que si on est à l'extérieur, c'est effectivement qu'on va vivre une journée tout à fait exceptionnelle, atypique, inédite et sans doute pas sans conséquences. Et on en parle avec nos invités ce matin dans Focus Première. Emma Aziza, vous êtes hydrologue, vous êtes fondatrice de Mayan, le centre de recherche appliqué dédié à l'adaptation climatique. Merci d'être avec nous ce matin. À vos côtés, une personne aussi que les téléspectateurs de Première Édition connaissent bien, Serge Zaka. Vous êtes agroclimatologue chez ITK, Société de développement d'outils numériques d'aide à la décision. Christophe Persson, ça va être une des journées les plus chaudes de la semaine sur l'ensemble du territoire français, avec des températures cet après-midi qui peuvent dépasser des 35 degrés sur la moitié sud, qui seront au-delà de 30 quasiment partout. C'est exceptionnel. Et qui risquent de battre des records. On a battu un record hier, c'était sur le cap de la Hague, vraiment tout au nord du département de la Manche. Et là, par effet de dôme de chaleur, en fait, il faut dire que l'anticyclone, il garde toute la chaleur. Il y a de la subsidence, c'est-à-dire qu'il pousse comme un couvercle sur une casserole. Il maintient la chaleur et avec l'effet du soleil et le rayonnement qu'on le ressent bien actuellement, la chaleur grimpe jour après jour. Et là, aujourd'hui, on a donc un pic à l'échelle de la métropole, mais il y aura un autre pic lors de la journée de dimanche pour la moitié sud. Serge Zaka, vous écrivez ce matin sur votre compte Twitter que l'anomalie des températures est effarante. Vous dites que vous n'avez pas d'autre mot et qu'il fera entre 15 et 20 degrés au-dessus des normales de saison le week-end prochain. Terrible. Tout à fait. Alors il faut savoir que c'est au conditionnel, parce oui. qu'à partir de vendredi, les modèles ne sont pas encore en accord. Oui. Mais il est possible qu'il y ait une nouvelle remontée d'air chaude après vendredi. Et là, on dépassera les 15 à 20 degrés au-dessus des normes, ce qui correspond à des températures au-dessus des 35, voire même des 37 degrés. Avec des conséquences majeures sur l'agriculture. Tout à fait. Alors en agriculture, on couple le stade de développement des végétaux et la température. Et là, malheureusement, le blé, notamment, est dans un stade très sensible à la sécheresse et aux fortes températures. C'est les stades en fait où on met en place le rendement et donc ces conséquences peuvent être très désastreuses pour le rendement. Et surtout on est à des niveaux où s'il y a des conséquences désastreuses, elles ne sont pas rattrapables ensuite. C'est-à-dire ce qui grille maintenant ne sera pas rattrapable au mois de juin. Non, en fait ce qu'on a perdu, les épis qui vont griller, ils vont pas reverdir quand il va pleuvoir, donc c'est des pertes sèches. On peut observer des pertes allant jusqu'à moins 20, moins 30% déjà dans les sols les plus superficiels, ceux qui ont la moins de réserves utiles en eau. Ça concerne que le blé ? Ça concerne le blé, ça concerne toutes les cultures de printemps, c'est-à-dire les cultures qu'on plante maintenant qui ont besoin d'eau pour germer. Ça concerne également la prairie pour produire le fourrage qu'on donne aux animaux. Et il y a d'autres cultures qui pourront impacter donc, si la sécheresse ce sont continue. toutes les filières économiques qui sont derrière l'agriculture qui sont concernées. Emma, vous nous alertez depuis un moment sur les sols. Et là, ils sont dans un état, les sols, vraiment quasiment inédit. Les sols sont dans un état qui est effectivement de plus en plus, en tous les cas, qui ne permet pas la résilience, qui ne permet pas de conserver l'eau, qui ne permet pas d'avoir assez de matière organique pour pouvoir justement se régénérer et permettre ensuite de faire en sorte que ces gouttes d'eau, le peu qui tombent en tous les cas du ciel, puissent pénétrer et bien recharger les nappes. C'est-à-dire que non seulement il y a peu d'eau, mais s'il y en avait, elle aurait du mal à pénétrer le sol. Elle a du mal de manière généralisée. Voilà, on a vraiment des sols qui vivent une évaporation massive. Plus vous avez de température qui augmente, plus vous augmentez le flux d'évaporation. Et donc, plus vous asséchez en réalité ces sols. Mais tout est connecté parce que en réalité, cette eau qui n'arrive pas dans les nappes, il faut comprendre que lorsqu'on a un cours d'eau et que vous ne voyez pas de pluie, cette eau est alimentée par les nappes souterraines. Et donc, s'il n'y a pas d'eau dans les nappes souterraines, vous n'avez pas de soutien possible au cours d'eau. Donc, vous avez des cours d'eau qui sont beaucoup plus rapidement à sec. Il y a une notion avec laquelle vous nous familiarisez depuis plusieurs années déjà, c'est le stress hydrique de la Terre. Là, on est en plein dedans, c'est un stress qui commence de façon hyper précoce cette année en fait. Exactement, et puis on voit que cette précocité est en train de se modifier d'année en année. Ce qui est vraiment notable cette année, et qui pour moi est finalement le plus dangereux dans le scénario de ce que l'on est en train de vivre, en regardant le risque sécheresse à proprement dit, c'est vraiment le fait qu'on n'ait pas eu de recharge hivernale. Parce que cette recharge hivernale, elle était là toutes les années historiques où on a parlé de la sécheresse, on avait quand même une recharge excédentaire, on ne l'a pas eu. Donc en réalité, on va plonger beaucoup plus rapidement dans une sécheresse, et surtout la littérature scientifique vient nous raconter maintenant que l'on parle de sécheresse éclair, qu'à chaque fois que l'on va avoir ces dômes de chaleur qui s'installent,
eh bien en réalité on plonge beaucoup plus rapidement dans cette situation. Et la sécheresse, c'est un problème économique, c'est un problème sur nos bâtiments, c'est un problème agricole, c'est un problème touristique, de navigation, mais aussi social, parce que vous avez un problème sanitaire quand il y a un manque d'adduction en eau potable, que les gens risquent de ne plus d'avoir d'eau dans le robinet. Derrière, c'est un problème social. Et puis derrière, on oublie surtout le grand oublié, j'ai envie de dire, c'est la biodiversité et le milieu naturel qui a autant besoin d'eau que nous. Donc on est un petit peu tous ces utilisateurs de l'eau, mais il ne faut pas l'oublier parce qu'il est dans la chaîne dans laquelle nous aussi on se trouve. On va parler des solutions dans une minute, s'il y en a. On a parlé du blé, il n'y a pas que le blé. Il y a d'autres cultures qui sont évidemment menacées par cette situation. Serge. Oui, alors comme je dis, il y a toutes les cultures de printemps. Ce sont les cultures qu'on plante maintenant, comme par exemple la betterave, le maïs, puisque les graines qu'on plante en fait n'ont pas encore de racines suffisamment profondes pour aller chercher l'eau en profondeur. Donc elles sont vraiment dépendantes de la sécheresse en surface et il n'y a effectivement pas d'eau actuellement pour faire germer ces cultures de printemps. Il y a également la prairie. La prairie, c'est en gros la pelouse pour les Parisiens, mais c'est ce qu'on donne à manger en fait aux animaux et qui est très dépendante des précipitations au printemps, puisqu'au printemps, c'est le moment où il y a plus de production de fourrage, ce qu'on appelle le fourrage, ce qu'on donne à manger aux animaux, pour faire des stocks pour l'été. Et s'il n'y a pas de stock pour l'été, on peut avoir des problématiques. Là, il y a des prairies qui sont déjà jaunes, qui sont déjà sèches. On a des prairies qui sont dans un état qu'on observe plutôt dans 1 mois et demi, voire même 2 mois. L'une des solutions, et ça aussi vous l'évoquez souvent, c'est de savoir retenir l'eau d'hiver. Ça, on le fait pas. C'est techniquement possible? Alors attention, quand on parle d'eau d'hiver, l'idée c'est pas d'aller plonger dans les nappes phréatiques pour aller récupérer de l'eau, la mettre dans des bassines et ensuite la voir pendant l'été. Autant la laisser en milieu souterrain, ça nous permettra de tenir la crise beaucoup plus longtemps. L'idée c'est plutôt que cette eau puisse pénétrer dans les sols, que cette eau puisse venir être accueillie dans nos territoires. Le problème c'est que on est en train de vivre un changement climatique, mais il met en exergue la manière dont on a aménagé nos territoires. C'est-à-dire que nos sols derrière sont incapables d'absorber l'eau. À partir d'une certaine pluie, les collecteurs de réseaux d'égouts ne sont pas capables d'absorber cette eau. Dimanche, lors des orages, on l'a vu dimanche. Exactement. Et donc, vous débordez partout. On a une accélération du cycle de l'eau. C'est-à-dire que vous allez avoir des précipitations très importantes, des vitesses très importantes de ruissellement, et cette eau finit polluée très vite dans la rivière. Et c'est là où il va falloir travailler sur les villes et travailler notamment sur l'agriculture, parce que ce sont les 2 grands champs dans lesquels on a le plus d'action possible. Il faut avoir de l'espoir quand même, Serge, parce que, alors certes on est en ville, mais quand on regarde la nature qui nous entoure, là, les arbres autour de nous, on se dit qu'ils ont l'air de tenir, de ne pas aller si mal, à moins que vous me disiez le contraire en les regardant. Attention, les arbres ont des racines qui vont plus en profondeur, donc ils vont chercher le plus en profondeur. Les cultures qu'on retrouve, le maïs, le blé, ont des racines entre 0 et 2 mètres en général, donc sont très dépendantes de la sécheresse de surface. Donc les arbres vont vraiment chercher l'eau en profondeur. Pour avoir une sécheresse sur les arbres, il faut encore plusieurs semaines de manque de précipitation. Un dernier mot sur les conséquences sur les prix, quand on parle du blé, quand on parle des betteraves, etc., etc. Dans un contexte d'hyperinflation, ça veut dire qu'il faut s'attendre à payer nos légumes, nos fruits et légumes beaucoup plus cher là, dans les mois qui viennent? Alors, là, c'est pas mon rôle parce que c'est quand même très compliqué. Il y a entre la géopolitique, la spéculation et les problèmes climatiques qui ont lieu d'ailleurs aussi en Inde, dans d'autres parties du monde. Donc oui, cette sécheresse ne va pas aider les cours à baisser, elle va plutôt les aider à augmenter. Après, avoir la part de la sécheresse entre la guerre et la spéculation, ça c'est une autre histoire. Mais dans les autres conséquences, vous parliez du maïs? Oui. Vraiment d'un mot, parce qu'il faut qu'on finisse. De plus en plus d'agriculteurs abandonnent la culture du maïs. C'est ça. C'est une culture en fait qui va de plus en plus subir la sécheresse estivale, puisque elle se cultive en été. Merci infiniment à tous les trois. Merci. Comme chaque jour à cette heure-ci, l'économie. Nicolas.